Bonjour Abda Faye. Bonjour. Comment ça va? Ça pourrait aller bien, mais ça va. Ça pourrait aller mieux Ça pourrait aller bien et mieux, et ça va. Pourquoi ça pourrait aller mieux et bien? Parce que il y a des choses qui me préoccupent et j'aime pas quand les choses me préoccupent trop. Qu'est-ce qui te préoccupe? La situation de la Martinique, la situation avec la problématique du Covid, qui m'empêche de travailler, tout ça. Et puis, il y a une préoccupation totale qui est quel chemin que nous prenons. Et moi, je me pose des questions en tant que plasticien. Je me pose des questions tout le temps. Surtout, mon thème, c'est le martiniquais. Et donc, je cherche. Tu cherches et tu ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je me dis, qu'est-ce que notre génération, nous avons raté? Et pourquoi on n'a pas... À quel moment qu'on a changé de chemin? On était sur quel chemin et dans quel chemin on est? Alors, pour moi, le chemin qui était, c'est que mes parents sont sortis des moments très difficiles. Moi, je suis né dans les années 60. Et donc, malgré ces moments étaient très difficiles, ils m'ont inculqué des choses, des savoirs. Pourquoi? Ils sont de quel milieu? Ils venaient Ils viennent de milieux... mon père était plombier et ma mère, elle était gouvernante et servante. D'accord. Pour de grandes familles... bourgeoises, tout ça. Et nous, moi, je viens de Trénel. Je viens de Trénel-Gosse-Roche. Et donc, je vois de la petite maison à terre battue. Après, on a squatté d'une façon ou d'une autre Gosse-Roche, qui nous a permis d'avoir une maison en dur, avec tout le savoir, avec toutes les connaissances qu'on nous a inculquées, avec le respect des aînés, le respect des institutions, le respect du savoir-faire, de la transmission. Et je me rends compte que depuis quelque temps, c'est en train de s'envoler. Et c'est pourquoi je me pose des questions en tant que plasticien et en tant que martiniquais. Et tu comprends où les choses ont commencé à partir à volo, où les choses ont raté? Est-ce que tu as un début de réponse? Ma réponse, c'est que nous avons deux soucis. C'est-à-dire un souci qui est que l'éducation n'a pas été assez importante pour les gens qui avaient des handicaps. Et l'autre chose, c'est les gens qui reviennent, qui font un mauvais retour au pays natal, qui viennent avec des idées, qui viennent avec des émotions et qui essaient de le partager avec la population. Et ces émotions ne participent pas à l'évolution du pays. Ah, donc tu dis que ce sont ceux qui reviennent, donc ils reviennent de France, oui, généralement? c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui sont pas... La diaspora? Moi, je crois pas à la diaspora, mais je me dis, il y a beaucoup qui sont nés en France et l'Hexagone, et qui viennent avec des valeurs qui n'est pas les valeurs de la Martinique. Tu penses que c'est ça? Ah oui, il y a beaucoup. Pourtant, on parle beaucoup de jeunes, et aujourd'hui, enfin, si j'arrive à comprendre ce que tu dis, de jeunes qui revendiquent, par exemple, de la liberté, qui revendiquent des fois un drapeau qui ne serait pas le drapeau français. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, ces personnes-là? Non, il y a des gens qui revendiquent ça ici aussi. Mais je me dis qu'on voit bien que comment ça a commencé à se dégrader ici. C'est quand il y a certaines personnes qui viennent de Vénissieux, qui viennent de la Seine-Saint-Denis, etc., qui arrivent avec des idées soi-disant qui vont changer le pays. Ça peut être bien, parce que je connais beaucoup de jeunes qui sont revenus dans leur pays et qui ont proposé de la richesse, pas de la destruction. Et mon problème en tant que plasticien, je me pose la question en tant que chercheur, est-ce que le fond du problème ne commence pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées en Europe, des Martiniquais, des Guadeloupéens, tout ça. Ils sont bien frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la liberté qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à avoir le pouvoir d'achat qu'ils veulent, et qu'ils reviennent ici, ils pensent qu'ils vont pouvoir l'avoir, et finalement ici c'est encore plus dur. Moi je me dis, en Martinique, il faut être travailleur. Si on n'a pas le savoir, si on n'est pas travailleur, si on se réveille le matin à 11h, on est complètement pété avec de la drogue, etc., c'est sûr, ou de l'alcool, c'est sûr qu'on va se sentir frustré, on va être malade, on va tout ça. Mais est-ce que ça, c'est pas lié finalement à une culture mondialisée qui s'est répandue avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec le satellite, le câble? Est-ce que finalement ce dont on se plaint ici,
c'est pas ce qui arrive dans d'autres pays, à d'autres endroits du monde. Oui, mais je me dis que ce qui se passe, c'est que nous sommes un petit peuple. Et ce petit peuple-là, si on continue comme ça, on va disparaître. Et quand on est petit, on doit avoir de la rigueur. Et mes parents m'ont toujours inculqué ça, m'ont dit quand tu arrives à un endroit, tu ne te présentes jamais comme quelqu'un qui est fort, tu restes petit et tu arrives à franchir des étapes. Mais si tu arrives comme si tu étais grand, comme si tu étais tout, tu n'as rien. Et le problème qui se passe en Martinique depuis 2 ans, ça me préoccupe. Je lis tes posts sur Facebook de temps en temps et effectivement, on lit ton exaspération. Oui. Est-ce que tu es désespéré? Tu es exaspéré, mais est-ce que tu es désespéré? Non, je ne suis pas désespéré, mais je me dis que y a un moment où je pensais que le Martiniquais faisait peuple. Mais malheureusement, comme il y a beaucoup de personnes qui désacralisent tous les mots, que ce soit le bélé, que ce soit le mot peuple, que ce soit dès qu'ils ont envie de te dire un truc qu'ils n'ont pas compris, ils te parlent de Frantz Fanon, ils désacralisent tout. Et dont le respect des anciens, la transmission des anciens, tout ça est décentralisé. Et donc ce que je me dis, c'est que le problème de la désacralisation qui se passe dans ce pays-là, mélangé avec le social, la politique, tout ça, etc., en plus avec le Covid, ça montre que nous avons une diversité de population, mais il n'y a pas de peuple martiniquais. Et ça c'est un problème. Est-ce que nos difficultés ne viennent pas aussi du fait qu'il y a beaucoup d'inégalités dans ce pays, beaucoup d'inégalités sociales? Il y a ceux qui ont, ceux qui n'ont pas. On a beaucoup parlé des 30% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a cette profusion comment dire, les signes extérieurs de richesse, effectivement, et ceux qui restent sur le bord de la route. Oui, mais je prends un exemple. Il y a des jeunes, soi-disant, qui protestaient parce qu'ils sont pauvres, ils sont ceci. On voit les montres qu'ils ont, on voit les vêtements qu'ils ont. Moi, quand j'étais gamin, quand j'habitais à Trinel-Goscoche, on avait la maison en terre battue. Ma mère se battait, tout le monde se battait, et il n'y avait pas cette chose-là. C'est-à-dire, on tenait compte des valeurs que nos parents nous inculquaient. Mais moi, je me dis, quand tu as, soi-disant, j'ai vu un jeune à la télévision qui disait « Ah ouais, on veut la liberté ». Quel pays dans le monde qui a autant de liberté qu'en France ? Je ne connais pas. Quel pays où ces jeunes-là qui critiquent le gouvernement dictature, quel pays qui donne autant de financement pour qu'ils puissent se débrouiller jusqu'à 26 ans. Après 26 ans, on a la possibilité de faire des stages. Mais ces gens-là, ils sont dans leur coin, ils attendent le moindre petit truc qu'il y a, la moindre petite manifestation pour casser, pour faire des choses comme ça. Moi, je me dis que les jeunes qui travaillent, on n'en parle pas. Il y a des jeunes qui créent des entreprises dans cette Martinique. Et il y a des jeunes qui sont des ingénieurs, des avocats, des choses comme ça. Moi, je me dis, je préfère plus. C'est pas que je voudrais pas qu'on dise que j'ai pas envie de soutenir, mais je peux pas soutenir des gens... des casseurs, des voyous comme ça. Tu fais la part des choses. Oui, je fais la part des choses parce que je me dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans ce pays et on les voit pas. C'est ces gens-là qu'on doit voir, qu'on devait voir. Mais on parle aujourd'hui de la majorité silencieuse, en fait, et de la minorité qui est peut-être un peu plus véhémente et qui fait parler d'elle. Est-ce que les Martiniquais ont peur ? Je ne pense pas que les Martiniquais ont peur parce que jusqu'à présent, mon problème, j'avais dit à une époque, on m'avait dit que j'étais un peu fou, que je pouvais faire mes trucs, j'étais performeur, je pouvais dire des choses. J'avais dit que les Martiniquais étaient en transit dans leur pays. En 2009, j'ai pris une claque. Quand j'ai vu la manifestation, tout ça, au commencement, je parle de la première semaine, j'ai dit « Ah !» Le Martiniquais n'est plus en transit dans son pays parce qu'il ose porter la carte de la Martinique sous lui, Martinique ceci, tout ça, etc. Et puis en 2000, il y a 2 ans, j'ai rien compris. Avec le déboulonnage. Avec les déboulonnages, avec des discours complètement irrationnels. Qu'est-ce que tu n'as pas compris avec le déboulonnage de Victor Schellcher, notamment? Avec le déboulonnage de Victor Schellcher, celui de Marie-Thérèse Lomfou, ça m'a beaucoup appeiné parce que Marie-Thérèse Lomfou, c'était une grande dame qui a rassemblé des contes créoles, qui a fait tout un travail pour que le Martiniquais puisse garder sa culture, une partie de sa culture. Et donc, quand ça s'est passé, puis les jeunes, soi-disant, ne savaient pas qui c'était Marie-Thérèse Lomfou, je me suis dit tout de suite, il y a un problème d'éducation. D'éducation. Et de connaissance. Et de connaissance. Donc, en fait, ça fait du travail pour les générations
Et ils ont du travail. Parce que moi, je pense que les jeunes maintenant, ils peuvent nous critiquer qu'on a été des boomers, qu'on a été ceci, on a été cela. Mais eux, ils ont un travail à faire. C'est plus de construire que déconstruire. C'est ou bien déconstruire pour construire quelque chose de mieux sans casser, sans mettre le pays dans un état lamentable. Aujourd'hui, donc, cette situation t'inspire, cette situation t'interroge et t'inspire. Ça passe par quoi? Donc, tu es plasticien, tu écris aussi. Ça passe par quoi? Peut-être sur un projet que tu es en train de, sur lequel tu travailles? Ça passe par... j'évite de regarder la télévision déjà, au moment des informations. Je regarde la télévision à la demande, ce que tu veux. Tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vais regarder, mais je ne regarde pas d'une façon continue. Je regarde beaucoup de documentaires sur des révolutions d'avant, etc. Et je me dis que, exemple, hier soir, je regarde de très beaux documentaires par rapport à la Russie. Et je me dis que, moi, en tant que plasticien, qu'est-ce que je voudrais faire passer comme message, même si je ne suis pas un messager, dans mon travail visuel. Et donc, je me dis que le Martiniquais que j'avais rêvé, le Martiniquais qui m'a nourri, à un niveau, avec les 2 ans qui sont passés, je me dis, j'étais complètement dans un rêve, ça n'existe pas. Que maintenant, il faudrait qu'on puisse rentrer dans le réel pour savoir comment proposer une œuvre artistique qui ne serait pas simplement pour l'esthétique ou pour l'intellectualisme, mais ce serait plus pour cette population-là. Donc c'est une révolution culturelle que tu fais. Par rapport à moi, oui. Par rapport à toi. Par rapport à mes pensées. Oui. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis que mon travail, je suis dans la déconstruction pour essayer de reconstruire quelque chose. C'est-à-dire que, exemple, pour parler de la peinture d'une façon visuelle, je commence à peindre comme je peins d'habitude, avec des thématiques que j'aime bien, qui est le métissage. Et après, je passe une couleur complètement... que je n'ai pas l'habitude d'utiliser dessus pour l'effacer, pour faire ressortir des choses que je n'aurais pas pu voir dans la peinture que je faisais avant. Et alors, tu as évoqué le Covid. Le Covid, depuis mars 2020, le monde entier vit cette pandémie. Et, mais on a l'impression que les artistes paient vraiment un lourd tribut en fait, à la pandémie parce qu'on a découvert que les activités culturelles, c'était des activités non essentielles, avec des répercussions économiques assez dramatiques pour les artistes. Comment tu vis ça, de t'entendre dire que finalement ce que tu fais, c'est non essentiel peut-être? C'est-à-dire que j'avais déjà entendu que l'activité que je faisais, c'était pour un certain nombre de personnes, tout ça. Et je me suis toujours battu à montrer, maintenant j'ai plus que 60 ans, j'ai toujours démontré que l'art que je faisais était à la portée de tout le monde. C'est pourquoi je me suis initié à donner des cours de peinture, à aller dans les écoles, aller avec les associations, mettre en place des ateliers pour montrer que l'art, c'est à la portée de tout le monde. C'est simplement une forme d'éducation et d'émancipation. Le savoir... Ça sert à ça. Ça émancipe, là. Oui. Le savoir permet à un individu d'aller au-delà de la bassesse. Quelqu'un qui ne sait rien, on va toujours le faire comprendre toutes sortes de choses, il va croire. Et le problème qui se passe, c'est que je me dis, nous avons toute une jeunesse qui devait avoir ce savoir-là parce que tout le monde, nous avons des bonnes écoles, nous avons des bons profs, nous avons tout. Mais ils ont fait le choix d'un moment ou un autre, ou bien par rapport leur problème social, parental, je ne sais pas. Ils ont fait un choix à un moment où ils ont été dans une certaine forme de facilité, qui est que maintenant, quand ils sont devenus adultes, ils se rendent compte que c'est pas si facile, il faut se battre. Aujourd'hui, tu as produit, on a dit que tu es plasticien, tu es peintre, tu as produit donc, des ouvrages, j'ai sous les yeux les aventures de Rino Loup. Oui. C'était... Ça date de 2007. De 2007. Oui. Donc, c'est quoi ta technique d'ailleurs? C'est de l'encre, c'est du... Alors moi, je travaille toutes les techniques. Ce que j'appelle toujours mes peintures, c'est des techniques mixtes sur toile, sur papier, parce que je travaille avec l'huile, avec de l'acrylique, avec du pastel, du fusain, de l'eau, parfois de la terre, du charbon, tout ce que j'ai sous la main, je travaille avec. Parce que j'ai besoin de... pour moi, l'art, elle est un peu existentielle. Ça me permet
de dire tout ce que j'ai à dire pour moi-même d'une façon égoïste. Et après, je pense aux autres. Je me dis, quand les autres vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et parfois, ils n'ont pas les codes. Alors, c'est pourquoi je crée quelques livres pour leur donner certains codes, tu vois, comme alors, si je donnais des clés. Rhino Loup, donc 2006, Rhino, donc on ne voit pas l'image, mais oui. C'est le parti pris de notre émission. Oui. Rhino, concentration, concentration. Ma pensée magique déroule sa spirale à travers le corps de la femme. Oui. Calebasse, j'ai pas de bol. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que assez souvent, les gens, au commencement, me trouvaient ma peinture très abstraite. Et il me fallait trouver quelque chose qui permettait les gens d'entrer comme une clé. Et donc, j'ai décidé de faire, de prendre le corps féminin et de tout enlever et de garder l'essentiel visuel, qui est l'arbalète, qui peut faire penser au sexe de la femme, les nombrils qui a un point qui annonce et qui dénonce, et qui arrête et qui reprend, et le sein qui peut faire penser à la lune avec une petite étoile. Et donc à partir de là, les gens peuvent délirer comme ils veulent, et la calebasse, c'est quelque chose de très important dans notre élément culturel, qui est le syncrétisme religieux. Et alors, tu t'exprimes aussi lors de résidences. Oui. Qui sont peut-être des respirations aussi pour toi? Ah oui, mais je me dis en Martinique, je ne pourrais pas rester en Martinique. Heureusement que j'ai eu les résidences à l'étranger, parce que déjà en Martinique, c'est déjà très difficile de présenter son travail, parce qu'il n'y a pas des espaces à part de la Fondation Clément qui nous donne les moyens pour qu'on puisse présenter nos travaux, mais il n'y a pas d'espace en Martinique pour présenter son travail. Et les résidences me permettent de mieux connaître mon travail, de la transmission, et aussi les résidences me permettent aussi de ne pas me dévaloriser. Parce que je me dis, oui, en Martinique, pourquoi je reste en Martinique? Mais j'ai besoin de la Martinique pour créer. Et si je quitte la Martinique, j'ai fait plusieurs fois l'essai de quitter la Martinique pour créer, je sens qu'il me manque quelque chose. Et donc, je suis obligé d'être en Martinique par amour et par obligation de travail qui me permet d'avancer dans mon processus de création. Je ne cherche pas pour l'étranger, je cherche pour ce qui se passe dans le pays. Parce qu'il y a un héritage qui est tellement immense de tous les transmultimétissages européens, africains, amérindiens, asiatiques, tout ça, qui me permet de dire j'ai quelque chose à trouver ici. Et tu comprends ce qui te manque quand tu as l'idée, non? Alors, j'avais eu une réponse une fois dans un débat, c'est-à-dire à chaque fois que je commence à trouver, ça se déplace. Et donc, je suis obligé de toujours être... L'exemple que j'ai parlé que je devais revoir, redécomposer, déconstruire tout ce que j'ai fait pendant ces 35 années, parce que pour moi, j'avais un idéal du Martiniquais qui n'existait pas. Et donc, je suis obligé de recommencer à travailler et recommencer à repenser, à revoir les choses, à écouter, à mieux écouter, parce que je ne pensais pas que le pays avait autant de souffrance. Voilà. C'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je puisse faire une belle exposition pour que je puisse montrer à la population martiniquaise ce travail de la déconstruction pour essayer de construire quelque chose qui donne une notion du peuple, en sachant que la Martinique, ce n'est pas un peuple. La Martinique va peut-être devenir un peuple, mais ce n'est pas un peuple. Ça n'est pas encore un peuple. Non. Ça veut dire que si ce n'est pas un peuple, ce ne sera pas encore une nation, tu vois. Parce qu'une nation a besoin de peuples solides, a besoin d'une formatage super intéressante pour qu'il puisse avancer dans sa vie. D'une unité? D'une unité, beaucoup. D'unité plutôt? D'unité aussi. Et là, nous ne sommes pas unis. Nous sommes un groupe de personnes complètement consommateurs de politique, consommateurs de toutes sortes de choses qui ne nous permettent pas d'avancer. On a besoin de zénitude, comme on dit. Merci Abda Faye. Enchanté.